Ou sinon, elle a une autre blague, elle dit non, mais de toute façon, c'est très simple, notre association. Oussama, il vit dans le futur, il nous dit quoi faire. Moi, je vis dans le présent, je fais en sorte que ça arrive. Puis Nicolas, il vit dans le passé, il explique à tout le monde pourquoi ça marche. Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Il ne reste plus que quelques minutes avant qu'Oussama Ammar ne me reçoive chez lui. Le cofondateur de The Family tranche dans le paysage policé de la French Tech et j'attends avec impatience de pouvoir converser avec lui des sujets qui l'animent. L'ambition, la diversité mais aussi les méthodes de croissance. Il est toujours sur la brèche. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos et je vous invite à me rejoindre pour cette conversation brute et d'une franchise rare. Ça va, merci de me recevoir effectivement à Londres. Ça n'a pas été simple de venir mais on y est arrivé. Et moi, je commence toujours ce podcast par le rituel matinal. Donc toi, tu es un grand voyageur. Donc est-ce que tu arrives à avoir un rituel matinal ? Non, j'ai pas de rituel matinal. La plupart du temps, mon rituel matinal, c'est la panique. Parce que j'ai pas entendu mon réveil. Je suis pas coiffé, je m'habille et je pars en courant. On a un petit rituel matinal le dimanche, qui est une journée sacrée pour moi le dimanche. Je travaille pas. C'est ce jour où... Tu y arrives ? Ouais, mais très bien. C'est vraiment, j'ai pas de téléphone. Les seules exceptions, c'est quand on fait des events The Family de temps en temps le week-end. Mais c'est assez rare. On a un onboarding toutes les 8 semaines. Et dans ce cas-là, je prends le lundi off. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, la journée de récupération était hyper essentielle au rythme. C'est comme quand tu cours un marathon, quoi. Il y a un moment, tu peux pas... Et donc voilà, mais le dimanche, en général, on brunch, mais on se lève à midi. Donc, ça ressemble à quoi alors un dimanche ? Un dimanche, en général, c'est toujours la même chose. On se lève assez tard, on regarde des séries le matin, on va en général se faire un bon resto avec ma femme, soit seul, soit avec des amis, et l'après-midi, on lit et on regarde des films le soir. C'est vraiment très, très, très slow mode. Très slow mode. Et tu arrives à imposer ça aussi à tes entrepreneurs, ceux que tu suis, parce qu'ils sont dans un mode plutôt en général... Alors, c'est un conseil que je leur donne. Ils me croient pas quand je leur dis que je fais ça. C'est toujours machin. Après, il y a une époque, je le faisais pas. J'ai survécu. Il faut... je pense qu'en fait, faut pas sous-estimer à quel point l'équilibre vient dans le temps, en fait. Tu peux pas... quand t'as 20 ans, tu démarres... T'es stressé. Moi, je suis resté de 20 à 25 ans, j'ai pas pris une journée de vacances. J'en suis pas mort. Hein. Enfin, vraiment. Ouais. Maintenant, je prends un mois tous les ans. Puis c'est aussi ça. Dans la vie, tu fais des choses pour réussir. Et puis quand tu réussis, t'as un peu plus de liberté. Et puis c'est normal, en fait. C'est pas. Je pense pas. Il y a ce mythe des gens successful qui travaillent encore plus qu'avant. La plupart des gens successful que je connais, ils travaillent quand même beaucoup moins que quand ils étaient pas successful, quoi. Donc c'est normal. Dieu merci. Sinon, pourquoi faire tout ça, en fait Si tu peux pas partir 3 semaines en vacances là où tu veux, autant arrêter, quoi, en fait. C'était déjà arrivé le lundi matin, tu rallumes le portable, panique à bord. Si, plein de fois. C'est d'ailleurs, j'ai même une histoire très concrète à te raconter, marrante. Il y a eu un article pas très sympa sur moi dans le journal du dimanche. Il y a pile poil 1 an. Et évidemment, comme mon téléphone était éteint, je l'ai su que le lundi matin. Et c'est marrant parce que quand j'ai ouvert mon téléphone, il y avait, je sais pas, 400 messages. Qu'est-ce qui se passe ? T'es où ? Etc. Et je pense que beaucoup de gens ont interprété en plus ma non-réponse comme c'est la panique à bord, c'est la fin du monde. Il s'est jeté d'une falaise. En plus, l'article était en pleine page du journal du dimanche. L'entrepreneur qui a arnaqué Macron, quoi, pauvre Macron, quoi. Et en fait, ce que tu apprends dans ce genre de moment, c'est que l'avoir appris en live, ça n'aurait rien changé. Que de toute façon, les gens qui veulent penser que t'es foutu, ils le pensent quand même que tu répondes ou pas. Et qu'on avait... En plus, c'était un très très beau dimanche. On était à Rome. On a mangé des glaces. Et franchement,
Pour rien au monde, T'aurais changé ça, quoi. Donc j'étais content de le découvrir le lundi matin, quoi. On y reviendra peut-être à ce moment-là, mais comme tu l'évoques, on peut en parler aussi tout de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si, donc il y a un an, tu as eu quelques démêlés judiciaires. Démêlés judiciaires, voilà. Merci. Et donc forcément quelques articles de presse également qui le mentionnaient. Et dont aux échos, on en a fait évidemment l'écho, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu gères cette période-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois sentir que ça frétille sous tes pieds, quoi. Et donc, est-ce que tu crois que les choses peuvent s'arrêter clairement ou pas ? Alors, ça, c'est amusant parce qu'en fait, alors, c'est évidemment très traumatisant. Je ne vais pas faire semblant. C'est un truc, d'un seul coup, en fait, tu deviens le centre de l'attention d'une façon assez étrange. Et avec un phénomène téléphone arabe délirant. Hein. J'ai été condamné pour une fausse facture à 5 000 € il y a 10 ans. Bon, j'ai beau me dire que c'est pas bien, etc. J'ai quand même du mal à m'excuser, quoi. J'ai du mal à me dire oh mon Dieu. Alors j'ai fait une bêtise, évidemment. Tout le monde fait des bêtises, mais je pense pas que ça méritait ce traitement. Et alors, ce qui est amusant, c'est l'espèce de cassure que ça crée entre l'interne et l'externe. Puisqu'en fait, dans l'interne, tout le monde était au courant de cette histoire. Ça faisait 7 ans qu'elle nous pourrissait la vie, qu'elle revenait de temps en temps, etc. Mais elle n'avait jamais intéressé personne, en fait, cette histoire. À chaque fois que les gens se renseignaient sur l'histoire, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un divorce un divorce de couple. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis là, d'un seul coup, elle prend. Donc l'interne n'est pas genre en mode on découvre quelque chose sur le boss qu'on savait pas. En plus, moi, j'ai toujours une politique très transparente sur mes erreurs passées, donc il n'y avait pas de problème. Et l'extérieur, et surtout l'extérieur qui te connaît pas, qui d'un seul coup s'intéresse à toi. Et alors, étonnamment, en bien et en mal. Par exemple, énormément de gens m'ont écrit en me disant je te connais pas, t'as l'air génial, viens, on prend un déjeuner. Tu dis mais je comprends pas trop le concept. Ouais, mais moi aussi j'ai eu des articles comme ça sur moi. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Il y a une sorte de club tu vas passer le dernier rituel. Des mecs qui se sont fait déchirer dans la presse. J'ai eu des textos d'amitié invraisemblables de gens très célèbres, etc. Et puis et la deuxième chose, c'est qu'en plus, nous, c'était en pleine levée de fonds que c'est arrivé, avec des gens très sérieux, etc., qui ont compris ça pas du tout à la légère. Hein. Enfin, ils se sont dit, mais attends, sur quelle planète on est ? Et ce qui était très drôle, c'était la diligence de leur enquête. C'est-à-dire que eux, plutôt que d'écouter ce qui se disait, etc., ils ont dit, bon, bah, très bien, prenons les éléments judiciaires, prenons les éléments de contexte, appelons tous les gens de l'époque, faisons notre enquête, embauchons une agence qui s'appelle Kroll, qui fait des enquêtes privées, machin, embauchons un détective, bâtissons notre dossier, bon, bah, on pense qu'il n'y a rien, on fait l'investissement. Et en fait, c'était assez amusant parce que l'investissement a eu lieu en plein milieu de l'affaire, en fait. On n'avait pas trop envie de l'annoncer, etc. Et donc, il y avait une sorte, au contraire, en fait, jamais The Family n'avait eu autant de moyens, et The Family était annoncé comme mort par tout le monde. Et en fait, ce décalage, ça t'apprend aussi, en fait, à quel point ton interne est beaucoup plus important que ton externe. Sur le long terme. Ouais. Si ton interne, il est solide, si les gens avec qui tu travailles t'aiment, si les gens avec qui tu travailles te font confiance, bah en fait, de temps en temps, le vent peut souffler. Ça a pris une tournure hyper personnelle. L'article de l'Express sur moi, moi, je me connaîtrais pas, je lirais cet article, je me dirais, mais j'ai pas envie de connaître ce mec. Dieu merci, personne lit l'Express, hein, donc c'est pas vraiment vu. Mais à part le fait que d'un seul coup, ça prend tes neveux, tes frères, même des frères que tu connais pas, ta mère, que ça expose tout ça en fait en public et que pendant des années, moi je m'étais dit bon, je tape sur les gens sur YouTube, il y a bien un moment un mec qui va se réveiller et vouloir donner un coup en retour. Moi ça m'étonnait toujours. Moi j'ai passé 5 ans dans une famille en me dire mais quand même bizarre cet écosystème français. Tu passes ton temps à leur taper dessus, ils répondent jamais. Ils sont pas humains ou quoi? Là, ils t'entendaient pas peut-être. Ouais, enfin, je pense qu'ils m'entendaient, mais voilà, ils voulaient pas m'entendre. Et donc je m'attendais. Après, je n'avais pas vu venir le côté cyclone de la réponse, du genre d'un seul coup, tout le monde est concerné.
Mais pareil, ta famille, tout ça, en fait, bah oui, tu vois, j'ai un de mes petits neveux qui m'a dit, bon, de toute façon, on a un tonton célèbre, faut bien qu'il y ait ça nous apporte plein d'avantages. Il m'a dit, franchement, c'est cool, c'est classe, bah il fallait bien que ça ait un peu de downside. Hein. Je me suis dit, bon, bah bonne philosophie de vie. C'est le principe de l'échange équivalent. Tout ce que tu mets d'un côté, tu le reprends de l'autre. Et donc voilà. Donc pas de... Non, aucun moment. En fait, grâce à l'interne, aucun moment où je me suis dit, ça va, c'est fini, quoi. Peut-être au moment... Parce que même, un des trucs que les gens comprennent pas sur le business model de The Family, c'est que même si les gens n'avaient pas investi, même si LGT s'était retiré, etc., on est une société d'investissement, on est une société de service. C'est très facile de couper les coûts et de vivre sur nos revenus, en fait. C'est pas... The Family perd de l'argent parce qu'on a envie de perdre de l'argent. Et que, en fait, les pertes qu'on fait, ce qui compte, nous, le ratio business, c'est de se dire, cette année, on a pris 5% gratuitement dans X startup. Ces 5% valent Y. Et les pertes qu'on a fait, Y divisé par les pertes, est-ce que c'est un bon retour sur investissement? Parce que si on était un fonds d'investissement, on donnerait de l'argent en boîte pour avoir ses parts. Et les ratios de The Family sont hors marché. C'est-à-dire que personne ne pourrait avoir l'efficacité capitalistique qu'on a en donnant l'argent directement aux gens. Et parce que c'est la thèse de The Family, je pense qu'il vaut mieux que The Family dépense 50 000 € pour avoir un graphiste qui est partagé par 10 boîtes que de donner 5 000 € par boîte à 10 boîtes pour acheter un graphiste. Notre graphiste va être meilleur, il va être plus éduqué, il va être mieux formé que ce que chaque entreprise individuellement pourrait prendre. Et ce modèle-là, tu l'as imaginé quand? À quel moment, tu te souviens? Très organiquement. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de faire une Villa Médicis. J'ai visité la Villa Médicis, j'avais 14 ans. Et le concept je m'en souviens très bien. Quand on m'a expliqué qu'il y avait une maison magnifique dans laquelle des artistes venaient pour faire de l'art librement, c'était mon rêve. Quand j'avais 16 ans, avec un ami qui s'appelle Pierre Guingamp, on était obsédés par l'abbaye de Thélème. Dans Gargantua, l'abbaye de Thélème, c'est un lieu que Gargantua a créé, imaginaire, dont la devise est « Fais ce qu'il te plaît ». Et dans cette abbaye, les gens peuvent se consacrer à l'art, à la science, etc., parce que l'infrastructure et l'intendance tournent. Et donc, si tu veux, c'était un thème récurrent dans ma vie, en fait. The Family, quand j'ai créé The Family, c'était vraiment une pure extension de moi, en fait. Et donc, 10 fois dans ma vie, j'ai essayé de créer The Family. Quand j'étais au lycée, on était une bande de copains, on allait dans des parcs, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas. On se réunissait tous les mercredis, on passait la barrière du parc la nuit, on faisait des feux sur la plage et on se racontait des histoires. C'était où? À Tours. J'ai grandi à Tours, ouais. C'est sur les bords de Loire. Le nombre de fêtes qu'on a fait clandestinement sur les bords de Loire. Quand j'étais en prépa, tous les samedis, dans ma chambre, il y avait une vie. Je m'étais arrangé avec le gardien de l'internat pour avoir le droit de faire entrer des gens extérieurs. Et donc tous les samedis, si tu veux, c'était une espèce de Villa Médicis un peu improbable. Donc cette période-là, ma vie, c'était très politique. À l'époque, j'étais très intéressé par la politique. Puis après, je me suis dit, il faut quand même faire de l'argent. Donc ça a été la même chose, mais version truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours aimé être entouré de gens. J'ai toujours aimé aider les gens et j'ai toujours aimé les gens très ambitieux. Et en fait, The Family, le modèle, il y avait deux hypothèses initiales. L'hypothèse numéro 1, c'est que si je vais lever un fonds d'investissement, si je fais ce que tous les VC font, à savoir aller voir des LP, etc., et ben, je serai un esclave comme les autres. Et que j'ai pas cette énergie. Je supporte pas l'idée de suivre des règles qu'on m'impose. Je pense que la liberté à The Family, et c'est un truc qui est partagé par Nicolas et Alice. Souvent, les gens disent « Ah, vous vous ressemblez pas, c'est marrant. » Les gens se rendent pas compte, on se ressemble énormément. C'est juste 3 expressions d'une même rébellion, en fait. Nicolas Collin, sous ses airs d'inspecteur des finances, en fait,
En fait, il fait du hard rock et, et il est. On peut l'écouter. Ouais, sur Instagram, tu peux voir quand Nicolas fait de la basse. Les gens n'y croient pas. Enfin, quand ils voient ça, ils disent mais what the fuck. Alice, c'est une artiste née. Elle a cette pulsion, etc. Elle a signé une BD récemment. Ouais, exactement. Elle a dessiné une petite BD interne. Donc, si tu veux, il y a ce truc très. Ok, on va tout casser. Donc, ça marche pas quand tu vas gérer l'argent pour le compte de tiers, et c'est normal. T'as pas le droit d'être comme ça. T'as pas le droit d'être fou quand tu gères de l'argent. Et moi, je gère pas d'argent, je crée de la valeur. Et donc ça, c'était l'hypothèse initiale. On veut pas être un fonds d'investissement. Et la deuxième hypothèse, qui était très importante pour nous, c'était de se dire comment faire pour que l'equity qu'on prenne dans les boîtes, les entrepreneurs soient heureux de nous la donner, alors que justement, il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, comment créer cette valeur ajoutée? Et donc, ça prendrait du temps. On a pris 1% dans les premières boîtes, 2% dans celles d'après. Maintenant, on prend 5%. Peut-être un jour, on prendra 10%, j'en sais rien. Mais cette valeur ajoutée et ce mode de se dire, notre obsession, c'est la relation avec les entrepreneurs, ça a été très organique. Donc, il n'y a pas eu vraiment un moment où on a pensé le projet The Family. Le projet The Family, c'est par à-coup, par opportunité, il s'est bâti. Et un jour, tu regardes et tu te rends compte que c'est très complexe. Ce week-end, on a essayé pour la première fois de dessiner The Family, on a abandonné. Si tu dessines toutes les interactions, parce qu'on a vu ce dessin de Walt Disney, je sais pas si tu as vu passer ce truc. On s'est dit, bah tiens, on va faire la même chose. Et en fait, tu laisses tomber. Il n'y a aucune feuille assez grande. C'est infaisable. Et surtout qu'en fait, parce qu'il se passe plein de choses dans The Family dont les dirigeants n'ont absolument pas conscience. Moi, on passe mon temps à me féliciter pour des trucs. Je suis toujours très gêné en disant oui, merci. En fait, je ne sais même pas de quoi les gens parlent. La dernière fois, les gens sont venus me voir et m'ont dit ouais, il y a Ron Conway qui a The Family, bravo. Quoi? Ron Conway a The Family? Et du coup, t'as été le voir? Bah non, j'étais pas là. J'étais pas à Paris ce jour-là. Et donc, si tu veux, quand ton organisation devient vraiment une plateforme où chacun est libre, rebelle, sans power, si tu veux, le mec de l'événementiel, il s'est pas dit je vais aller faire chez Oussama, il y a Ron Conway qui vient. Non, Ron Conway machin. Ron Conway et Jojo le Clodo, il sera traité de la même façon à The Family, super bien quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment, ça c'est des vrais moments de fierté en fait. Alors ça a un downside. Des fois c'est le bordel. Des fois on fait des conneries. Tu te dis mais putain. Alors c'est très drôle parce que souvent les juniors dans l'équipe ils disent oui alors faudrait mettre un process. Non t'as pas compris. Le downside c'est le prix à payer pour un upside exceptionnel. Et donc de temps en temps tu payes. Et comment vous vous êtes rencontrés justement avec Nicolas et Alice, tes deux fondateurs? Nicolas, je l'ai rencontré je crois 5 ans avant Alice. Vieille amitié. Assez amusant pour la petite histoire. Nicolas, je l'ai rencontré dans un restaurant qui s'appelle Lavinia. Et je rencontre ma femme 7 ans après, elle s'appelle Lavinia. Donc moi, j'ai dit, il n'y a pas de petit signe du destin. Nicolas, à l'époque, était inspecteur des finances, fada de politique américaine. Moi, je suis un fada de politique américaine. Pour moi, la politique américaine, c'est la start-up ultime. Il n'y a rien de... Il y a beaucoup d'argent. Il n'y a aucune start-up qui scale de zéro à prendre un pays en si peu de temps à une échelle pareille, quoi. Enfin, ils lèvent des milliards. Ils ont des organisations opérationnelles délirantes. C'est faut le voir pour le croire. Et donc, lui et moi, on était fada de politique américaine. Et moi, j'ai toujours aimé faire des pronostics d'élection. C'est un truc qui me fascine, les pronostics d'élection. Alors, un truc très arrogant que j'aime bien dire, je n'ai jamais perdu une seule pronostic. Et en fait, un des moments clés de notre amitié avec Nicolas, c'est que je lui ai annoncé que François Hollande allait gagner l'élection présidentielle française. Et à l'époque, François Hollande n'était pas encore candidat. Et il m'a dit, non mais en fait, t'es fou, toi. Il m'a expliqué tout de l'amour qu'il avait pour François Hollande, qui était proche de zéro. Puis Nicolas, il est il connaît les arcanes du Parti Socialiste. Il me dit, non mais c'est pas possible, je sais pas quoi. Et je lui dis, non mais tu verras. Et puis il a gagné la primaire, DSK est tombé dans une affaire, et puis... c'était avant l'affaire DSK. Bien sûr, c'était bien avant l'affaire DSK. Mais c'est pour moi, en fait, DSK dans une affaire, c'était obvious. En fait, tout ça, pour moi, était obvious parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les tendances plus que les... C'est-à-dire que les gens, ils vont regarder les flux, ils vont regarder les stocks. Ils vont se dire, ah, bah, le machin, il a tant de pourcents.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le temps de pourcent que les gens ont, c'est combien de temps ils ont mis à construire ce pourcent, quel est le delta, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de croissance. C'est comme une start-up, en fait. Les gens, ils regardent les startups, ils disent « Ah, ça fait que 100 000 euros de chiffre d'affaires. » Oui, mais sauf que ça les a fait en 3 semaines. Donc, en fait, il y a une courbe intéressante. Et en fait, à ce moment-là, Nicolas, il a eu une sorte de retournement. On est passé d'amis à « Je veux travailler avec toi ». Je pense que c'était une façon pour moi de gagner une légitimité. Et donc, Nicolas avait créé une première startup qui s'appelait 1x1 Connect. Qui s'est pas très bien passé, mais où il a appris plein de choses en tant qu'entrepreneur. Il était retourné à l'inspection et on passait des journées ensemble à parler. Et j'arrêtais pas de dire à Nicolas, écoute, je sais pas ce que je vais faire après, mais si je fais quelque chose, c'est avec toi. Donc ça, c'était Nicolas. Et Alice, elle était au camping, qui était l'accélérateur du Nouma. Ouais. Et elle avait créé le camping, et c'était la fondatrice du camping. Et en fait, elle m'avait envoyé un email en me disant, voilà, Silicon Sentier possède le Nouma, qui possède le camping. Déjà, moi, je me disais dans l'email, mais oula, c'est... Quelle chaîne. Et elle m'avait dit, voilà, on adore... on a une startup qui s'appelle OneFit qui t'adore, parce que je les avais aidés à aller en Californie. À l'époque, je vivais en Californie. Ils ont dit tellement de bien de toi, j'aimerais beaucoup que tu viennes et que tu donnes des conseils aux entrepreneurs. Et puis moi j'étais là, oula, voilà, j'ai fait ce que je sais faire dans ce genre de moment, j'ai pas répondu à l'email. C'est un truc. Et puis elle a envoyé un deuxième email, un troisième email, un 10e email, un 20e email, un 30e email. Et puis à un moment, des années plus tard, j'ai rencontré la mère d'Alice qui m'a dit que quand elle était petite, on l'appelait la scie, parce que tant qu'elle avait pas ce qu'elle voulait, elle continuait à scier. J'ai dit, ah ben je vous confirme. Et en fait, à un tel point en fait que je me suis dit, mais en fait elle est doudingue, en fait, cette nana. Et puis, un jour, je suis à une soirée à Paris et je vois Alice à la soirée. Alors, t'imagines le niveau de... Ah bah non, quel email. Je comprends pas, c'est pas le bon. Je comprends pas de quoi tu parles. Et Alice, bon, tu lui fais pas à l'envers. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, je comprends. Tu me trouves relou. La France, ça t'intéresse pas, machin. Et elle me dit, comprends... Moi, j'ai des petits jeunes, là, ils font des boîtes, ils ont besoin de gens comme toi. Et j'en peux plus, elle me dit, j'en peux plus de tous ces mentors qu'on a en France. Ils viennent toujours raconter les mêmes conneries. Je vois bien que ça marche pas. Je sais pas trop expliquer pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas et je sens que toi, tu vas nous dire quelque chose de différent. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est marrant, elle est marrante, cette fille. Et je lui dis, bon, écoute, quand est-ce qu'on peut faire un événement ? Elle me dit, bah, demain matin. Je dis, demain matin ? Elle me dit, ouais, demain matin. Pas trop tôt. Ça, c'est... Ouais, pas trop tôt, s'il te plaît. Et donc, le lendemain matin, à 10h, je me retrouve au camping. Je crois que je suis parti à 2h du matin. Je suis passé de 10h à 2h du matin avec les entrepreneurs. Il y avait une queue pour me parler. Et moi, j'avais pas du tout l'impression de dire des choses extraordinaires. Mais c'était un peu comme les mecs qui ramenaient les CD de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et les gens écoutaient ça et disaient, mais attends, c'est quoi cette musique, quoi ? Et donc, même si t'étais un mauvais musicien, ça marchait, tu vois. Et en fait, le lendemain, je suis revenu. Tu leur parlais de quoi, là ? Bah, à l'époque, ils me posaient des questions sur leur start-up et j'y répondais, quoi. Comment attaquer le marché, comment définir son produit, comment faire du growth hacking. Ils n'avaient jamais entendu le mot growth hacking. Comment faire, je sais pas quoi. Enfin, c'était des... Et moi, j'étais very average valley guy, en fait, qui amenait ce savoir et qui, donc, d'un seul coup, ça prenait une dimension. Et en fait, le lendemain, je suis venu. Le surlendemain, je suis venu. J'ai pas repris mon billet d'avion retour. Je suis resté toute une saison avec elle. Et à la fin de la saison, Alice me dit, écoute, on aimerait beaucoup t'embaucher au camping. Je lui dis, écoute, ça va pas le faire. Par contre, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, en fait ? J'ai un copain, il s'appelle Nicolas Collin, il y a toi. Et elle me dit, on fait quoi et tout. Et alors moi, à l'époque, j'avais pas du tout envie de faire un camping-like, tu vois. T'avais quoi en tête ? T'avais déjà un peu... Non, mais... À part ta Villa Médicis. Ouais, et encore, la Villa Médicis, moi, je m'étais toujours dit que je la créerais quand je serais riche. Je m'étais jamais dit que je pouvais créer... Ouais, c'est ça. Je t'ai jamais dit que tu pouvais créer ça pauvre et que ça pouvait être un business, tu vois. Et Alice, elle me dit, non, il y a un truc avec les entrepreneurs, il faut recréer quelque chose de zéro. Et je dis, bon, ouais, écoute, si tu veux, si c'est ce qui te fait plaisir. Et un des trucs que je dis souvent, que les gens croient pas, mais moi, j'ai créé The Family sans y croire une seconde, en fait. Moi, vraiment, littéralement, je me suis dit, bon, dans un an, ça se plante. On aura appris à travailler ensemble tous les trois, puis on fera une vraie boîte, quoi. Tu manquais d'ambition.
Ouais, ou même de croyance pure, en fait, dans le truc. Et par contre, le day one où on s'est mis au travail, j'ai fait comme si, tu vois, puis ça a marché, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est une bonne leçon. C'est un peu comme quand tu investis dans une boîte en disant, ouais, bon, il y a peu de chance que ça marche, et ça explose. C'est un peu la même histoire. Et après, l'alchimie entre les deux a été immédiate. Ça, c'est le gros coup de chance. Parce que moi, quand j'ai dit aux gens que Nicolas Collin et Alice Zagury allaient s'associer avec moi, les gens faisaient une syncope. Ils disaient, mais attends, bon, toi et Alice, ok. Toi et Nicolas, ok. Mais Nicolas, Alice et toi, mais ça va mal finir cette histoire. Et Alice a une blague très drôle maintenant, qui nous fait tous beaucoup rire. Alors, elle en a plusieurs, mais la première, elle dit Nicolas, c'est le cerveau gauche. Oussama, c'est le cerveau droit. Puis moi, je suis le corps. Puis tu connais Alice, donc tu vois comment elle incarne ça. Ou sinon, elle a une autre blague, elle dit non, mais de toute façon, c'est très simple, notre association. Oussama, il vit dans le futur, il nous dit quoi faire. Moi, je vis dans le présent, je fais en sorte que ça arrive. Puis Nicolas, il vit dans le passé, il explique à tout le monde pourquoi ça marche. Et donc, il y a plein de plaisanteries comme ça. Mais on a trouvé un bon équilibre. Un très très bel équilibre. Ouais. Et la première boîte, tu te souviens? La toute première dans laquelle que vous avez accompagné, qui est sortie de The Family? Ouais, alors je crois que alors il y a pas eu il y en a eu 3 en même temps. Il y avait une boîte qui s'appelait Sportdub, qui faisait du commentaire de matchs de foot. L'idée, c'était que les commentateurs de foot sont toujours les mêmes. Tu peux pas choisir ton style, etc. Et là, l'idée, c'était de pouvoir personnaliser les commentaires. La deuxième boîte s'appelle Algolia. Bon, c'est la boîte 002 dans The Family. Okay. Je me souviens, on a convaincu Algolia de rejoindre The Family dans un Starbucks, parce qu'on n'avait pas de bureau encore. Et je me souviens toute ma vie parce que j'étais à l'époque avec la première stagiaire de The Family, qui sort du rendez-vous. Elle me dit mais on va quand même pas les prendre dans The Family. Enfin, je dis pourquoi? C'est génial. Elle me dit mais en fait t'es fou. Il y a rien. Leur rap elle marche pas. J'ai rien compris à ce qu'ils font. On dirait des geeks et tout. Et je dis écoute, justement, laisse-moi faire, tu vas voir et tout. Et elle m'en reparle souvent. Elle me dit mais je n'arrive pas à me sortir de la tête ce meeting où toi t'étais surexcité et moi je ne voyais pas ce qu'il y avait. Et la troisième boîte qui était rentrée comme ça en même temps s'appelait Star of Service. Ah oui, qui est toujours, qui marche bien. Qui marche très bien, ouais. Donc dans les premières boîtes de The Family. Mais c'est assez facile à comprendre, c'est qu'en fait, ma théorie, c'est que pour rejoindre The Family à ce moment-là, comme il n'y avait rien, il fallait être hyper aventurier. Et que c'est pas étonnant que ce soit des bonnes boîtes après, parce que tu vois, nos premières boîtes, c'est Itch, SoShape, Merci Andy... c'est quand même des boîtes d'une sacrée génération, quoi. Mais t'as pas peur justement qu'en en s'installant tout ça, t'as du mal à générer de ce genre de... On parle pas, tu sais que c'est notre... c'est notre plus grande angoisse. On a 2 angoisses permanentes. La première angoisse, c'est que les gens nous mettent de plus en plus sur un piédestal et la relation avec les entrepreneurs est de plus en plus dure quand ils rentrent. Parce qu'en fait, nous, notre but, le plus vite possible, c'est qu'on soit égalité. Je ne crois pas aux relations de mentoring. Je ne crois pas aux relations de Oussama sur sa montagne qui donne des conseils aux entrepreneurs. Si l'entrepreneur ne rentre pas à The Family, il met tout de suite sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi un pied d'égalité? Ça veut dire des fois il m'écoute, des fois il ne m'écoute pas. Des fois il me met en cause, des fois il ne me met pas en cause. Mais il a cette relation active avec ce que je lui dis. Parce que si moi je dois commencer à réfléchir en me disant j'ai une responsabilité dans ce que je dis, je suis plus libre. Tu vois, la responsabilité, c'est anti-libertaire. Et si je suis pas libre de pouvoir lui dire des trucs très cons, mais je vais pas être libre de lui dire des trucs très bien. Et donc, il faut des gens qui soient hyperactifs. On a une collection interne assez amusante. Alors, on essaie de trouver des petits rituels. Par exemple, un des petits rituels maintenant, c'est quand un entrepreneur rentre dans The Family, il rencontre 3-4 entrepreneurs qui lui disent les 3 conseils les plus débiles qu'Oussama m'ait jamais donnés. Tu vois, comme ça. C'est quoi le top 3? Je sais plus, mais c'est des trucs marrants. Genre, un jour, à un moment, j'étais persuadé que Itch devait dépenser des centaines d'euros en acquisition. Et Dieu merci, ils ne l'ont pas fait, parce que s'ils l'avaient fait, ils seraient morts. Mais je sais plus. À l'époque, ça me paraissait bien comme raisonnement. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, en fait. Et en fait, ils sont sortis du rendez-vous. Ils se sont dit, non, mais jamais on va faire ça.
Je crois que le deuxième qui donne en exemple, c'est à un moment, je sais pas pourquoi, de temps en temps, moi j'ai des lubies. Je me lève le matin, j'ai une lubie. Et alors, la lubie du moment, à un moment, c'est que j'étais persuadé que je sais plus quelle plateforme obscure allait exploser. Et je voulais que tout le monde switch sur cette plateforme. Évidemment, cette plateforme n'a jamais explosé. Je saurais même pas trop dire le nom de la plateforme. En fait, c'est un truc du genre, un truc de programmation, de machin, je sais pas quoi. Puis tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, il est pas bien ce garçon, quoi. Et ça a duré 2 semaines, tu vois. Mais pendant ces 2 semaines, heureusement que personne m'a écouté. Je crois que le truc est mort 3 mois après. Et le troisième conseil un peu à côté de la plaque que j'ai donné, c'est un conseil de pricing. Euh, un des trucs qui marche super bien à The Family, c'est de doubler le pricing des gens. Mhm. Et c'est un peu un mécanisme avec Balthazar, on a ce jeu assez marrant, on rentre dans une pièce avec un entrepreneur, on lui dit double ton prix, puis il est paniqué, et il le fait pas, et puis il finit par le faire, et il voit qu'il vend plus qu'avant, tu vois. Et c'est un truc que les gens se rendent pas compte, en fait, à quel point se dévaloriser et tout. Mais en fait, le problème, c'est quand un truc est déjà très cher, si tu doubles le prix, c'est débile. Et une fois, on a fait doubler le prix à un mec qui était déjà en fait trop cher, et alors là, lui, il a perdu tous ses clients. Et on s'est dit, bah tiens, c'est marrant, vraiment, il faut que tu baisses tes prix, quoi. Et les mecs, vous vous foutez de ma gueule. Je le savais. J'ai dit, mais maintenant on en est sûr. Mais tu vois, des fois aussi faire des trucs débiles, ça te permet en fait de créer. En fait, les gens, les gens sont très 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 fiers de leur raisonnable. Et ils aiment bien se dire, moi je suis intelligent, je suis quelqu'un de raisonnable, je suis quelqu'un de, tu vois, de. Mais ça produit rien en fait. Tu peux pas. Les startups sont tellement contre-intuitives que la seule chose que tu as à faire dans la journée, c'est d'être complètement con. Si tu es suffisamment con suffisamment de fois, tu finis par trouver des trucs où tu te dis ah ouais, en fait, d'accord. Et tu découvres des secrets en fait. Mais les secrets sont jamais dans le raisonnable. Le raisonnable, c'est réservé justement aux gens qui ont les moyens de l'être en fait. Faut être déjà sacrément riche pour avoir le droit d'être raisonnable. Les grands groupes, évidemment, si les grands groupes étaient dirigés comme des startups, ce serait une cata, tu vois. Pourtant l'écosystème en tout cas français produit des entrepreneurs qui viennent un peu du même moule. C'est-à-dire, c'est plutôt des gens qui viennent de familles déjà un peu installées, qui ont fait des grandes écoles, donc un certain niveau de moyens. À The Family, c'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'on a une grosse rupture entre l'écosystème BPI et l'écosystème The Family. Je pense en fait que tous les gens du microcosme français, accélérateur institutionnel, subvention, argent public, ils ont tous la même gueule. D'ailleurs, il y a un truc tout con à faire, si tu prends le trombinoscope de tous les gens qui ont reçu de l'argent dans les startups de VC traditionnels français et d'argent public français, et tu les mets sur un mur, ils ont tous le même costard, ils ont même tous la même gueule, ils ont tous le même sourire. Tu fais la même chose à The Family, c'est chaud. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Ça a beaucoup plus l'air d'une bande de misfits. Et en fait, à The Family, on a tout. On a les meilleurs des HEC. On n'a pas juste les HEC, on a les meilleurs des HEC. On a les meilleurs des ingénieurs, mais on a aussi les meilleurs de la street. Tu penses à qui, là, par exemple? Lucas de Star of Service, c'est un bon exemple. Enfin, tu l'as déjà rencontré en physique? Non, je l'ai eu au téléphone. Le jour où tu vas le rencontrer en physique, tu vas comprendre. Tu t'attends pas du tout à ça, tu vois. D'abord, ils ont encore un peu leur accent de banlieue là, quand ils parlent. Ouais, on Courbevoie, ouais, oui, j'avais compris. Mais c'est des street smart incroyables. Star of Service, je m'en souviens très bien, c'est un très bon exemple. À l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait Se Faire Aider en phase 2, qui avait été fait par un mec de l'écosystème français, qui maintenant d'ailleurs raconte qu'il faut manger du quinoa et arrêter de faire chier les gens avec la réussite. Tu dis, oui, bon, ok, très bien. Toi, tu as le droit de dire ça, nous, on n'a pas le droit. Mais Star of Service, tout le monde se foutait de notre gueule. Les gens disaient, mais attendez, comment vous voulez gagner face à, je sais plus comment il s'appelle, monsieur se faire aider, quoi. Je disais, mais monsieur se faire aider, il va se faire déchirer par ces mecs-là, en fait. Il va juste pas comprendre ce qui lui arrive, en fait. Donc, il y a ça. Tu vois, Chanty, elle était quand même mormon. Ses parents sont mormon français. Il y a bien qu'à The Family que tu finis, quoi. Enfin, et en plus, à côté de ça, on a des grands héritiers. Moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. En fait, il y a un truc très français qui est de dire si tu es à un endroit où il y a les rebelles, si tu fais les mecs de banlieue, tu fais que les mecs de banlieue, tu vois.
Mais moi, ce qui m'intéresse à The Family, c'est que le mec de banlieue, il va rencontrer le mec qui est né dans le 6e arrondissement, qui va rencontrer le mec qui a des parents diplomates, qui va rencontrer le mec qui a des parents profs. Et en fait, la diversité sociale de The Family est délirante de ce point de vue-là. Parce qu'on cherche des gens très singuliers, et les gens singuliers, il y a le même nombre dans toutes les classes. Il y en a autant dans l'establishment que machin. Alors évidemment, t'as pas les mêmes challenges. C'est pas plus simple. Je pense qu'il y a des... Évidemment que quand tu viens d'une grande famille française, bah, t'as quelques codes culturels qui passent bien. T'as Quelques contacts quelques contacts qui peuvent t'aider, etc. Mais le downside, c'est la pression et le stress. C'est des gens, ils ont intérêt de faire des trucs massifs. Moi, j'ai toujours une peine pour les héritiers en France. Tu dis, moi, souvent, je prends mon cas, je me dis, moi, je pouvais que monter. Hein. Enfin, c'était dur de descendre un peu plus, tu vois. Il y a un moment. Donc, en fait, quoi que tu fasses, c'est une réussite, c'est quand même libérateur. On a le cas. Ça peut être inhibant, c'est soit inhibant, soit Ah libérateur. ouais, on a le cas récemment d'un type qui me dit, ouais, tu comprends, je vais hériter de je sais pas combien de centaines de millions. Donc, ma boîte qui vaut 10 millions, bah, ça fait rire tout le monde. Tu te dis, bah ouais, mais alors, je sais pas quoi te dire, ne prends pas l'argent. Et c'est bien 10 millions, tu vois. Je lui ai dit, je sais pas comment t'aider, mon pauvre, tu vois. Les problèmes de riches sont des problèmes aussi graves que les problèmes de pauvres. C'est quelque chose que les gens ne disent pas assez. Souvent, une phrase que j'adore dire qui rend les gens complètement fous, c'est que le monde irait mieux si les pauvres avaient de l'empathie pour les riches. Quand je dis ça, les gens deviennent fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens deviennent fous à cause de cette phrase. Parce que finalement, tu as simplement voulu qu'un groupe social ait de l'empathie pour un autre. Évidemment, ça paraît à tout le monde évident que les riches doivent avoir de l'empathie pour les pauvres. Très bien. Mais pourquoi ça ne serait pas miroir ? Évidemment que ça doit être miroir. Évidemment que les problèmes... T'imagines, tu te coupes un doigt, tu perds un doigt. Les gens se disent « Ah, c'est terrible ». Personne ne va te dire « Ah ouais, mais il y a des gens, ils se sont fait couper la main ». Alors tu te coupes la main. Personne qui va te dire « Oui, mais il y a des gens, ils se sont fait couper le bras ». Tu te coupes le bras. Il y a personne qui va te dire « Oui, mais il y a des gens, ils se font couper la tête ». Tu peux pas dire à un mec « Écoute, franchement, ton bras coupé, qu'est-ce que c'est ? T'as encore ta tête et un autre bras. » Tu vois. Et en fait, c'est le relativisme de la douleur. La douleur, la souffrance, l'angoisse, etc. sont évidemment relatifs. On est des humains. Et en fait, tu peux être très malheureux avec 1 milliard sur un compte, comme tu peux être très heureux avec 1 milliard sur un compte. Et alors, en plus, les gens, ils aiment pas la pensée complexe. Alors, ils disent, oui, c'est vrai, quand on est riche, on est malheureux. Bah non, il y a des gens riches, heureux. Il y a même des gens, ils sont beaux, riches, heureux, jeunes, sympas. Tu en connais ? Oui, bien sûr, on en a un, cette famille, ça. Il me fait rire. Je donnerai Si, pas son nom. Ouais. Non, il va se sentir trop mal à l'aise. mais bien sûr, en fait, l'univers ne connaît pas l'égalité. L'équité, il suffit de regarder autour de nous. Il y a des arbres qui sont beaucoup plus grands et beaux que d'autres arbres. Il y a des arbres, ils sont mal foutus, machin. Mais ce qui compte, c'est pas les cartes qu'on t'a données au début. Ce qui compte, c'est ce que t'en fais. Comment tu joues avec. Et nous, ce qui nous intéresse à The Family, c'est de dire aux gens, quelles que soient vos cartes, on va vous apprendre à gagner la main. Mais tu peux avoir des très bonnes cartes et perdre la main, en fait. Comme tu peux avoir des très mauvaises cartes et gagner la main. Et parmi ces cartes-là, tu l'as mentionné rapidement. Et je voudrais que tu m'en dises un mot sur l'argent public, parce que c'est vrai que chez The Family, c'est un no-go. Si tu as déjà pris de l'argent public, tu n'as pas le droit de venir chez The Family, c'est ça ? Ouais, exactement. Alors après, évidemment, on ne va pas se mentir, ils le prennent en secret, ce qui m'amuse. Un des grands secrets de The Family, c'est que les boîtes de The Family prennent de l'argent public en ne disant jamais qu'ils sont à The Family et en nous disant jamais qu'ils l'ont pris, tu vois. Des fois, dans les reportings, on rigole parce qu'on dit, mais c'est bizarre ta cash position, là. Il vient d'où ce cash ? Non, mais tu sais, Puis il y en a qui finissent par le cracher. Bon, on a pris de la BPI. Désolé. Et en fait, évidemment, mon but, c'est pas de leur empêcher de le prendre. Mon but, c'est qu'ils se sentent mal de l'avoir pris, ce qui est différent. Et je pense qu'ils doivent se sentir mal de l'avoir pris pour 3 raisons. La raison numéro 1, c'est que l'argent public français est un argent que personne ne respecte et ça me choque. J'en ai marre d'entendre des VC dire « Ah mais prends l'argent de la BPI, c'est gratuit, ça dilue pas. » Mais connard, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent... Moi, quand je me dis que cet argent prend l'argent des gens dans ma famille qui payent des impôts, et je me dis, putain, ça a été pour faire une app
je sais pas quoi, parce que 80% des startups sont débiles, par définition. 80% des... C'est la nature même. C'est la nature même du truc, c'est que tu essaies de faire des trucs innovants. La plupart du temps, quand tu essaies de faire un truc innovant, tu te plantes. Hein. Les gens sont marrants a posteriori, ils disent ah ouais, c'était évident. Bah oui, j'aimerais bien te voir a priori, voir si tu arriverais à décider ce qui est évident ou pas. Donc ça, en fait, moi je suis très scandinave là-dessus. Moi, je préférais qu'on ouvre des crèches que de faire de l'activité économique. Je pense que les gens... Je comprends pas pourquoi on a besoin de l'État alors qu'on a beaucoup de gens très riches en France qui n'investissent rien. Sans doute qu'ils investissent Il y en rien. a qui investissent. Bah, quelques-uns. Ouais, tu parles. Tu les comptes sur les doigts d'une main. En France, on a qui? On a Bernard Arnault, Xavier Niel. Vas-y, qui d'autre? Voilà. On en a quand même un peu plus de fortune. Hein. Enfin, et en fait, tous ces mecs-là sont déplorables. Ils veulent prendre aucun risque, ils veulent pas faire circuler l'argent. On est un des pays qui a la vitesse de circulation de la monnaie la plus faible au monde. Hein. Enfin, c'est pas. Tu peux dire la France est un pays non marchand qui a il y a quelques années massacré tous ces protestants, et je pense que jusqu'à aujourd'hui on le ressent, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui on voit bien que être commerçant c'est mal vu. Regarde, tous les métiers d'insulte sont des métiers de commerçants. Hey, c'est un épicier. Bah, connard. Enfin, oui, ok, très bien, c'est un épicier. Et alors? Donc ça montre une culture profonde. La deuxième chose, c'est que l'argent public, c'est un argent lent. Ce qui est normal. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent oui, comment on pourrait faire pour aller plus vite? Alors là, je dis bah non, tu comprends pas. C'est par nature qu'il est lent et je suis pas sûr qu'il devrait aller plus vite. Parce que c'est normal de faire des diligences, des machins. Le niveau de due diligence des institutions publiques quand ils donnent de l'argent est délirant. Et pourquoi? Parce que c'est pas leur argent, donc ils doivent faire attention. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir de l'argent de gens privés, c'est leur argent, ils font moins attention, donc ils font plus d'erreurs, mais ils sont skin in the game, c'est leur argent. Et donc ça les rend intelligents. Parce que quand tu es skin in the game, quand tu mets ta peau en jeu, tu as ça. Et la troisième chose, c'est que l'argent public est un argent qui te force pas à te poser les questions de revenus, rentabilité, etc. trop vite. Et donc, tu te dis des trucs du genre ah mon Dieu, j'ai du temps ou j'ai je sais pas quoi. Et c'est terrible en fait, parce qu'en fait, t'as pas de temps, t'es une start-up, t'es fragile, tu dois aller vite, etc. Et donc, c'est pas la bonne énergie. Et résultat, on a réussi à créer un endroit où les mecs, bah, ils le prennent parce qu'il faut pas être con et que quand on te donne de l'argent, bah, y a un moment, tu finis par le prendre. Mais au moins, ils le traitent bien. Ils passent par des intermédiaires, ils font ça vite, ils en parlent pas, ils s'en gargarisent pas, ils ressentent un peu de honte quand ils l'ont pris, donc ils essayent d'avoir d'autres KPI, parce qu'à la fin, tout ça, c'est que des histoires aussi d'énergie. Hein. Si The Family disait on a un process pour te faire prendre de l'argent public, bah, toutes les boîtes voudraient nous faire prendre de l'argent public et on passerait 40% de notre énergie à remplir des dossiers. Étant donné qu'ils savent très bien qu'on est contre, ils nous en parlent pas, ils font leur affaire et nous, on peut se concentrer sur les vrais sujets. Quoi. Je pense que ça a été l'une des décisions les plus libératrices qu'on ait prises. Et parmi les sujets que tu viens d'évoquer, les sujets pour accélérer, lesquels sont prioritaires aujourd'hui? Est-ce que tu en vois que tu ne voyais pas il y a quelques années quand tu as lancé The Family, qui émergent? Non, c'est toujours la même chose. La seule chose qui compte, c'est de trouver ton product market fit. Nous, on divise les boîtes en 2 temps. Avant le product market fit, après le product market fit. Product market fit, ça veut dire que tu as trouvé un pricing, un client, une proposition de valeur tellement évidente que le marché en demande plus que ce que tu es prêt à offrir ou ce que tu es capable à offrir. Et quand tu as cette pression-là, commence la seconde phase qui est le scale. Et donc, avant le product market fit, il ne faut surtout pas scaler. Il faut tout faire à la main, il faut être artisanal, il faut être scrappy, compter chaque euro, etc. Et dès que tu as le product market fit, il faut dépenser de l'argent par la fenêtre, faut aller conquérir le marché, il faut aller le plus vite possible, il faut te demander comment accélérer, etc. Et en fait, de l'extérieur, c'est pour ça que les gens sont un peu perdus sur The Family, parce que de temps en temps, les gens rentrent à The Family, ils disent ouais, là on va lever et tout. Tu dis mais non, tu vas pas lever, tu vas pas machin. Ils disent mais je comprends pas, je croyais qu'à The Family. Et à côté de ça, on a fait les plus belles séries A et les plus belles séries B de l'écosystème. Parce qu'on pense qu'une boîte qui en produit. Ma théorie sur les startups françaises, c'est qu'on leur donne trop d'argent au début et pas assez après. Ce qui ressemble bien en fait à l'éducation qu'on a aussi avec les enfants, tu vois. Tu leur donnes trop vite? Bah ouais, en France, c'est très très rare de travailler ado et étudiant. C'est très rare, t'es très subventionné. Et après, quand t'es dans ta vie, alors là, démerde-toi. Il y a plus, c'est pour ayant une culture libanaise,
C'est un truc qui est très bizarre. T'es arrivé à quel âge en France? Moi, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Mais même si je suis arrivé à 8 ans, en fait, les Libanais sont tellement... la culture libanaise est tellement forte qu'à la maison, t'es dans une bulle, en fait. De règles, de façon de voir le monde. J'ai tellement d'histoires ou de chocs, tu vois. Genre, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et au Liban, gagner sa vie à 12-13 ans en faisant des trucs pour ton oncle, ton machin, tu vas gagner de l'argent, travailler quand tu es étudiant, c'est very usual. Et quand tu t'installes dans la vie, quand tu te maries, etc., t'es très supporté en fait. À un mariage libanais, tu reçois beaucoup d'argent par exemple. Alors qu'à un mariage en France, quand les gens donnent 100 balles, c'est déjà, tu vois... Tu regardes qui t'aime et qui t'aime moins. Quoi. Ouais, c'est ça. Je pense pas que l'argent que tu récoltes en France paye ton mariage. Au Liban, ça paye ton mariage, ta maison, ton installation, etc. Parce qu'en fait, c'est plutôt l'idée qu'au début, tu dois gagner ta légitimité. Donc, tu dois travailler. Et puis, une fois que tu as travaillé, bah, si on peut te donner un coup d'accélérateur pour te faire sauter une étape, tant mieux, en fait. Alors qu'en France, c'est l'obsession du démarrage. Ah, mais maintenant que tu as démarré, bah, démerde-toi, en fait. Et ça se ressent dans les accélérateurs. Tout le monde est obsédé par aider les gens à démarrer en France. Personne, tu vois, les gens nous disent, mais machin, il est plus dans The Family. Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens ne quittent jamais The Family. En fait, PFIT peut m'appeler un matin en me disant, je suis en train de recruter tel candidat, j'arrive pas à le convaincre. Est-ce que tu peux lui passer un coup de fil? Ça, c'est des choses qu'on fait, en fait. Parce qu'il y a pas de... C'est beaucoup plus important d'aider PFIT à recruter un top VP, et ça a beaucoup plus d'impact sur notre valeur en tant que groupe que d'aider machin à se rassurer et démarrer parce qu'il ne se sent pas en confiance et il hésite à quitter son emploi. Je dis, mais ok, bah en fait, garde ton emploi, arrête de nous emmerder et viens pas à ce family, en fait. C'est parce que les gens mettent pas le curseur au bon endroit. Et souvent parce que c'est tout ça, c'est le drame des visions sociales du truc. Souvent, moi, les gens me disent, ah, vous avez créé The Family pour changer la France. Alors tu dis, bon, alors non, on a créé The Family pour avoir 100 boîtes en France par an qui valent le coup. C'est ça qu'on a fait. Bon, bah... on en est loin. On en approche, mais une fois qu'on aura 100 boîtes... Alors, évidemment, si on crée 10 boîtes qui valent 100 milliards en France, il est fort probable que c'est un impact sur la France. Mais c'est pas le but. Le but, c'est les boîtes. C'est pas... Et puis, c'est une question aussi de modestie. Tous ces gens... C'est comme les startups, ils disent, oui, to make a world better place. Oui, d'accord, mais enfin... Make a World Better Place, dans le jeu vidéo entrepreneuriat, c'est le niveau 99. Quand tu as tué tous les boss d'avant, alors tu as le boss Product Market Fit, le boss Scale, le boss Management, le boss Pricing, le boss Profitabilité, le boss Politique, le boss je sais pas quoi. Et en fait, un jour, peut-être, tout ça, tu as tué tous les boss et tu as le droit de jouer au Bill Gates, quoi. Tu as le droit de... Tu te dis, bon, bah, j'ai plus rien d'autre à faire. Mais c'est un niveau très, très rare, en fait. La plupart des entrepreneurs ne le connaissent jamais. Et si on revient 2 minutes, lorsque tu arrives en France, donc tu as 8 ans, quelle est ta vision 7 ans, 7 ou 8 ans, donc quelle est ta vision de la France, déjà? Et puis, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui te choque? Alors, c'est marrant, parce que moi, c'est un moment assez vague dans ma vie. J'ai pas beaucoup de souvenirs. D'abord, on est parti d'un endroit qui n'était pas safe et on est venu dans un endroit safe. Alors ça, c'est un grand changement. Le niveau de paranoïa... Moi, j'ai senti un niveau de tension de ma mère se tomber. Donc c'était un truc enfant, tu te dis... j'allais jouer dehors. Enfant, au Liban, ma mère avait trop peur. Tu vois, les mines, les machins. Enfin, tu entends des trucs... Je me souviens de dire, de jouer. En plus, j'ai grandi dans un HLM, dans un quartier que beaucoup de gens considéraient comme pas safe. Mais c'était vu comme... c'est le paradis sur Terre, quoi. Et l'autre truc bizarre que j'ai, c'est que moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'on était pauvre. Très longtemps. Parce que ma mère avait une grande maison au Liban avec... des oliviers, machin, enfin... ma mère était... c'est la première femme à avoir eu des rideaux, elle aime bien raconter ça. La première femme à avoir une télé au Liban, machin. Donc elle n'était pas riche, mais on vient d'un village dans la montagne, donc la barre, elle n'est pas très haute, tu vois. Donc, et en fait, quand on est arrivé en France, évidemment, elle a travaillé dur, elle a fait des ménages, machin, mais
mais elle nous a jamais transmis le côté on est pauvre, tu vois. Un jour, j'ai fait une interview, j'ai dit que ma mère était femme de ménage. Je me suis fait déchirer par ma mère. Elle m'a dit, mais j'étais pas femme de ménage, j'étais une femme qui faisait des ménages. C'est une distinction. Je me suis dit, bon, bah, ma mère se met à faire de la sémantique. Mais en fait, je comprends. C'est qu'elle s'est jamais vécue comme ça, en fait. Elle s'est jamais vécue comme tu vois, elle voulait pas prendre d'allocation, machin, parce que pour elle, c'était, mais attends, je suis pas une assistée, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et donc, il y avait une grosse distorsion de la réalité, en fait. Et comme quand j'étais en primaire, tout le monde autour de moi venait du même milieu, j'avais pas de... Et ma mère, alors, elle a mis quelques années à comprendre comment ça marchait. Mais en fait, elle a compris qu'il y avait des... Donc, ma mère est venue avec une vision très caricaturale de la France. La France, c'est le pays des droits de l'homme, de l'égalité. Il y avait tout ça, en fait. Une sorte de storytelling incroyable pour elle. Puis elle est arrivée, elle s'est dit, attends, il y a un truc ou deux là qui est pas tout à fait bon. C'est pas mal, c'est efficace, mais... Et donc, elle a compris qu'en fait, l'école dans laquelle son fils était une école de merde, et qu'en fait, dans la ville, il y avait une école qui était mieux que les autres écoles. Et donc, elle a dit, bon, bah, comment on fait pour rentrer? Ah bah, il faut vivre sur la carte scolaire. Bon, bah, c'est trop cher de vivre là, machin. Et donc, elle s'est fait embaucher comme femme de ménage 1 an avant que je rentre au collège pour aller voir le proviseur, s'asseoir avec lui, lui mettre un coup de pression pour que je rentre dans le collège. Tu vois. Tu te dis, mais... Et ma mère était femme de ménage dans ce collège. Et donc, elle a suivi toute ma scolarité. Tu vois, par exemple, j'avais des discussions invraisemblables avec ma mère. Bon, Oussama, t'as eu 16 en histoire. Bon, c'est pas mal, mais t'aurais pu faire mieux. D'ailleurs, ta prof d'histoire pense aussi, mais j'ai pas eu la copie. Oui, mais moi, je l'ai eu, la copie. Et donc, en fait, les profs faisaient un reporting à ma mère. Ils l'appelaient le colonel Jabert. C'est pour te dire l'ambiance, il y avait un truc, le colonel Jabert. Ma mère s'appelle Jabert parce qu'on n'a pas le même nom. Et donc, en fait, c'était toujours des trucs de business qui étaient chauds. Il y a 3 histoires que je raconte tout le temps, mais qui me font tellement mourir de rire. La première, c'est l'histoire de la tarte. Je suis invité par un copain à manger. Sa mère a fait une tarte. On est 6. Elle coupe la tarte pile poil en 6. Elle galère un peu parce que couper un cercle en 6, c'est pas si évident en fait. Et parce que tu as 2, 4, 8. Mince, comment je fais? Et en fait, je l'ai vu galérer pour essayer d'être égal. Et moi, je comprenais pas. Et je rentre et je raconte ça à ma mère. Parce que moi, dans ma famille, si ma mère faisait une tarte, elle demandait à chacun combien il en voulait. Et puis, tu avais une forme de négo entre ceux qui veulent beaucoup de tartes, ceux qui en veulent pas beaucoup. Et d'ailleurs, ma mère, elle me dit, mais attends, si t'as pas envie de beaucoup de tartes, elle te force à manger une part de tarte. Enfin, c'était vu comme une maltraitance, en fait. Et c'est la différence entre l'équité et l'égalité. Tu vois, l'équité, bah, ça va. Il y a des gens, ils mangent plus que d'autres. C'est comme ça. Moi, j'aimais beaucoup la tarte. Mais moi, j'étais toujours avec un cousin qui mangeait rien. Je prenais sa tarte. Mais ça paraissait toujours naturel, en fait. Tu vois. Et je me souviens, ma mère me dit, tu ne refais plus jamais ces chaisons. Ils sont névrosés, quoi. Pour ma mère, c'était une forme de névrose. Genre, mais ça va, il y a un enfant qui a un peu plus de tarte que l'autre. On va pas faire un drame, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et la deuxième histoire, un jour, je rentre, je dis, oui, maman, il y a Jonas, il a vendu son vélo à son frère Joseph. Elle me dit, quoi? Il a vendu quelque chose à son frère? Elle dit, tu ne revois plus jamais ces gens. C'était la phrase préférée de ma mère. Parce que ma mère avait tellement peur de la mauvaise influence que son obsession, c'était de connaître tous mes copains pour savoir lesquels copains me tiraient vers le haut, lesquels copains me tiraient vers le bas. Et donc, c'était toujours des... Alors, en plus, moi, j'écoutais jamais vraiment ma mère. Donc, évidemment, j'ai continué à voir Jonas. Mais à chaque fois que Jonas et tout venait à la maison, ma mère était très rigide. Alors, Jonas, on a vendu son vélo et tout. le pauvre gosse ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est qui cette folle dingue là? Et la troisième chose, c'était le niveau d'autonomie et de liberté. Moi, à 6-7 ans, ma mère, elle me laissait seule à la maison, quoi. Ça lui aurait... Alors déjà, un babysitter, elle savait pas ce que c'était. Et l'idée que je puisse me faire du mal à 6-7 ans, ça voudrait dire que son éducation, elle est ratée, quoi. Donc, moi, à 10 ans, je savais cuisiner, m'occuper de la maison, etc. Genre, dans notre famille, c'est la norme. À 12 ans, souvent je dis oui, j'ai commencé à travailler à 12 ans, vendre des trucs et tout, c'est parce qu'à 12 ans, j'avais reçu une éducation où c'était une éducation autonomiste. Ma sœur, qui vivait au Canada, est tombée malade quand j'avais 14 ans. Ma mère m'a laissé 7 mois tout seul en France. Et je mentais à l'école, parce que l'école, c'est
ta mère, oui, elle est pas bien. Ah, il faudrait signer tel truc. Ah, bah, ça, tu vois, je savais pas comment faire, quoi. Mais parce que je savais, moi, j'avais compris, en fait, que si j'expliquais que ma mère m'avait laissé 7 mois à la maison tout seul, c'était les services sociaux, je sais pas quoi. Et résultat, j'avais un niveau de liberté quand j'avais 15 ans, j'allais à des fêtes, je rentrais à pied la nuit. Jamais ma mère, une minute, elle s'est dit, il va se passer un truc, ou il va... Pour elle, c'était, bah attends, en arabe on dit Zala, mais c'est un homme, quoi. Enfin, qu'est-ce qui me fait chier, quoi. Et des fois, quand elle voyait mes copains, elle me disait, mais machin, là, il va bien, enfin, il est bien traité chez lui, parce que il sait même pas faire ses lacets. Enfin. Et en fait, pour elle, ça l'a choqué vachement le niveau de gaminerie ambiant, en fait. Parce qu'elle venait d'un endroit sur Terre où, en fait, bah, les enfants... ma mère, elle s'est mariée, je crois, elle avait 13 ans, 14 ans. Mais c'était normal pour elle, c'était la norme. Tu l'as déçu déjà? Enfin, tu te souviens d'une fois ou deux où tu l'as déçu alors ça, c'est dur de décevoir une mère libanaise. Mais en fait, il y a une fois vraiment où je l'ai traumatisée. Elle m'en a beaucoup, beaucoup voulu. Mais c'est vraiment une histoire à la con. Mais en fait, je me suis fâché avec un oncle. Et ça, pour ma mère, c'était la fin du monde, quoi. C'était genre, comment t'as pu lui parler comme ça? Ce repas de famille m'a énervé. Je lui ai dit ces 4 vérités. Et surtout, j'ai fait quelque chose de terrible pour ma mère, c'est que je l'ai fait devant tout le monde. Et vraiment, ce truc, je me souviens, elle m'a pas parlé pendant 15 jours. Elle m'a demandé 10 fois d'aller faire des excuses. J'ai pas voulu aller faire des excuses. En plus, j'étais très têtu, moi, jeune. Donc, et ça, j'ai jamais eu ce truc. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis plein de choses. Mais la société, un des problèmes de la culture libanaise, c'est le regard des autres. Les Libanais sont obsédés par ça. Et ça, c'est un truc qu'elle n'a pas réussi à me le transmettre. Moi, un truc... Genre, j'ai commencé à porter 2 chaussures de couleurs différentes quand j'avais 16 ans. Ma mère, la première fois qu'elle a vu ça, elle m'a dit « Mais tu peux pas sortir dans la rue comme ça. » J'ai le truc. J'en ai 32, je les porte toujours de la même façon. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, ma mère me voit, elle me dit « Mais putain, quand est-ce que ça va cesser cette connerie ?» Fais-lui plaisir, Oussama. Non, c'est très mauvais de lui faire plaisir. C'est un gouffre sans fin. Faut pas tomber là-dedans. Mais ça, ouais, c'est toujours des histoires de quand dira-t-on, comment les gens vont te voir, machin. Mais bon, elle a abandonné. Elle sait que maintenant, en plus, j'ai passé tellement de stades. Et si on repart sur les startups que tu accompagnes, il y en a quelques-unes que tu as mentionnées, justement, qui sont dans cette approche de ne pas forcément respecter l'ordre établi. Je pense à Hitch, tu l'as mentionné, mais il y a Doctrine aussi. Est-ce que c'est conscient quand ils attaquent ce marché-là? Tu sais, quand tu les accompagnes, tu sais que ça va être compliqué. Ils attaquent des marchés quand même déjà très régulés. Très régulés, très corporatistes. Comment tu les prépares à ça? Alors, à The Family, on a une matrice en 3 étapes. Première branche, c'est de se dire ce qui est légal ou illégal, ça compte pas trop pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est est-ce que c'est éthique ou pas. Je pense que l'éthique est plus importante que la légalité. C'est quelque chose... j'adore quand les gens me disent « Oui, mais ceci est illégal ». Alors, les lois, elles ont été écrites par quelqu'un un jour. Que ce type, peut-être qu'il n'était pas si neutre que ça. Parce que quand tu sais comment les lois sont fabriquées un jour, tu comprends qu'en fait, il y a des petites influences, il y a des petits cadeaux, et c'est normal. Je veux dire, le lobbying est une pratique normale d'une démocratie. Mais si tu dis le métier de taxi est réservé au taxi, bah, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a décidé ça. C'est pas inscrit dans le marbre, c'est pas Dieu qui l'a décidé. Et que ça, c'est pas la voie céleste qui s'est mise sur Terre. Non, c'est qu'à un moment, il y a un groupe qui a gagné ça. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'ailles pas gagner ça. À l'inverse, il y a des choses qui sont légales et complètement inéthiques. Par exemple, j'étais dans un avion récemment et j'étais assis à côté d'un mec. J'aime bien demander aux gens ce qu'ils font dans l'avion. Et il me dit, voilà, oui, je suis trader dans le pétrole. Je vends du pétrole qui est illégal en Europe, mais autorisé en Afrique. Je dis, ah bon, mais pourquoi il est illégal en Europe? Oh, parce que les normes de toxicologie sont plus fortes. Mais attends, je comprends pas. Oui, bon, c'est vrai que c'est du pétrole qui est un peu plus toxique, machin. Mais je suis devenu fou, tu vois. Et le mec, la seule chose qu'il arrivait à me répondre dans ce putain d'avion, c'était « Mais je comprends pas, c'est légal, je fais rien d'illégal. » Comment tu te regardes dans une glace, en fait? Comment tu peux rentrer chez toi, regarder tes enfants et dire « Oui, alors aujourd'hui, j'ai buté 1000 Africains, mais c'est légal. » Non, parce que des fois, les lois, elles sont mal faites, en fait. Et donc,
Hitch doctrine. Quand Hitch dit on va ramener des gens en banlieue le soir, c'est illégal, mais c'est incroyablement éthique. C'est des gens qui auraient pu prendre la voiture, qui auraient pu mourir, qui auraient pu machin. Et évidemment qu'on peut venir en discuter. On peut me dire non mais en fait c'est intéressé, je sais pas quoi. Ouais, bien sûr il y a un business derrière. On n'essaie pas de faire des éthiques. Quand on dit éthique, ça veut pas dire samaritain. Non, on peut être très bien éthique, gagner sa vie. Et d'ailleurs, je pense que gagner sa vie parce qu'on a apporté de la valeur, c'est la plus belle forme d'éthique. Et c'est une éthique qu'on devrait plus apprendre aux Français. Je veux dire, il y en a marre de ce discours de quand tu gagnes de l'argent, t'es un salaud. Non, il y a des bonnes façons de gagner de l'argent, il y a des mauvaises façons de gagner de l'argent. Et les bonnes façons de gagner de l'argent, on devrait les encourager. Ensuite, quand tu t'es dit, OK, est-ce que c'est éthique ou pas, tu te dis, OK, c'est qui l'ennemi à abattre ? Est-ce qu'il y en a un ou pas ? Parce que des fois, il y a des trucs qui sont des corporatismes invisibles, mais en fait, il n'y a personne... T'as pas d'ennemi identifié, quoi. Et une fois que tu as fait cette branche-là, la troisième partie de la matrice, c'est est-ce que tu les attaques de front ou est-ce que tu fais du judo, quoi. Tu fais le petit chien tout mignon, t'attends que ça passe, et puis un jour, tu trucs. Et en fait, cette analyse stratégique, c'est, je crois, l'une des plus grosses valeurs ajoutées de The Family. C'est un des trucs où Nicolas Collin devient un instrument magique, parce que Nicolas a un cerveau pour ça. Et c'est là où moi, d'avoir passé des années à lire des biographies de guerriers antiques, ça aide, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu vois. Et puis, tout ça est dynamique. Des fois, t'es le petit mec que tout le monde aime. Puis un jour, il s'avère qu'un truc se retourne contre toi et tu deviens l'homme à abattre, quoi. Et dans ces cas-là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Doctrine. Et dans ce cas-là, faut être réactif, etc. La vision de The Family porte dans la société, c'est que la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients est le seul élément qui compte pour savoir si c'est légitime de mener un combat ou pas. Et il y a des combats qu'on gagne, il y a des combats qu'on perd, et quand on les perd, on se réadapte. On a mené une bataille juridique sur Hitch jusqu'au procès. La justice les a condamnés, on a perdu. Je pense que cette décision de justice ne rentrera pas dans les annales de l'équité. Il suffit de la lire, hein. Quand on parle de traumatisme psychologique des chauffeurs de taxi, je dis, est-ce que c'est vraiment un argument de droit, ça ? Non, je pense pas. Mais bon, et après, attention, les juges sont là pour rendre des choses bien au-delà du droit aussi. C'est une affaire de société. Il faut composer avec des gens qui n'ont pas accepté ce nouveau monde, etc. C'est le rôle du politique et de la justice et tout ça de composer. Nous, on est dans notre rôle. Nous, on pousse. Quand les gens disent on arrête, on arrête. Hitch a fermé, a recréé un nouveau business model, a redémarré. Et la décision qui a été prise ce jour-là, elle a été prise en tout état de cause. Évidemment, moi, j'aurais bien voulu mener la bataille un peu plus. Les fondateurs ont dit ça commence à être un risque personnel que nous, on n'admet plus. Ouais, fine. Et on a switché de business model et on l'a fait. Mais c'est un processus dynamique. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de règles. Et il faut être prêt. Moi, quand François Hollande est venu à la télé pour dire que Hitch était illégal, ce moment-là, je me suis vraiment dit qu'on était dans le plus beau pays d'Afrique. Je me suis vraiment dit, mais franchement, mais sur quelle planète on est ? Et donc, s'il y a un président... Quand tu le vois à Station F aujourd'hui ? Comment ? Quand tu le vois avec un bureau à Station F ? Je sais pas quoi te dire, en fait. En plus, un bureau à Station F pour faire une assos avec de l'argent public... Moi, ça fait longtemps que ces gens-là, j'ai arrêté de les... Ils n'auront que mon mépris et ils mériteront jamais plus. C'est vraiment tout ce qu'il y a de bons sentiments, de les pauvres, les riches, il faut aider. C'est dégueulasse ce truc. Mais voilà, quand tu vois qu'un président de la République se permet ça, moi je me dis qu'en tant que patron d'un incubateur, il n'y a pas d'autre chose à faire que de taper, quoi. Parce que si en fait on est dans un pays où le mec fait semblant qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas un procès, que la décision n'a pas été rendue, qui condamne comme ça, genre oui, c'est illégal. Mec, on a vu 12 cabinets d'avocats sur Hitch. Il n'y en a pas un qui a réussi à rendre la même note. Pas un. Sur est-ce que Hitch était légal ou pas, tu prends les 12 meilleurs cabinets de Paris, ils ont chacun une interprétation différente. Et après, les gens disent oui, c'est la loi. Mais quelle loi ? En fait, tu prends les gens qui sont payés pour l'interpréter, ils ne comprennent pas. En fait, il y a plein de détails. Et le mec peut venir à la télé
au-delà de toute la séparation des pouvoirs, dire Hitch est illégal, je vais tout faire pour que le préfet l'interdise. Mais tu t'es cru où en fait? C'est pas. On a des trucs, ça s'appelle la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire, etc. Bon, après, les juges ont déchiré les fondateurs de Hitch. Bon, ça c'est le jeu. Hein. C'est pas. Tu joues, tu perds, voilà, tu prends ta perte, tu rejoues, tu gagnes. Tu vois, c'est pas. Et en fait, je pense que les gens sous-estiment le respect qu'on a des institutions à The Family. C'est vrai que on peut avoir cette image-là. Ouais, je pense que c'est un truc où on se trompe beaucoup sur nous. D'ailleurs, moi, souvent, je reproche aux institutions de ne pas jouer leur rôle, en fait. C'est pas de... Moi, je pense que dans un pays, chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'est de taper. C'est facile. Je veux faire des choses nouvelles, je tape. Leur rôle, c'est de dire, ok, bah tiens, là, il a peut-être raison de taper, il faut changer les choses. Ah là, pas question, il a tort, on va lui fermer sa gueule. Mais très bien, enfin, c'est pas... Mais on peut pas faire genre, asseyons-nous autour d'une table et on va discuter raisonnablement. Ça ne marche pas, il y a trop d'intérêt en jeu. Si tu ne tapes pas, si tu n'y mets pas de l'énergie, si tu crées pas de l'urgence, etc., il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Aucune. Et en fait, c'est un process... tu sais, souvent, les syndicats de taxis, quand ils ont compris ça, ils ont commencé à devenir nos copains et on s'est très bien entendu avec eux parce qu'en fait, il n'y a rien de personnel. Moi, je pense qu'un taxi qui a acheté sa licence 400 000 € parce qu'on lui a laissé faire et que maintenant il se retrouve avec ce truc qui ne vaut plus rien et tout, mais c'est légitime qu'il ait envie de tout cramer. Enfin, je veux dire, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est le système dans lequel il est. Et évidemment que moi, mon boulot, c'est de taper sur lui. Mais c'est pas de taper sur lui en tant que personne. Je n'ai évidemment rien contre monsieur le taxi. J'ai un problème contre le système qu'on a organisé. Et en fait, derrière monsieur le taxi, il y a un type qui s'appelle G7, qui en a des milliers de licences et qui se cache bien derrière monsieur le taxi, Joe le taxi, en disant « Regarde, le pauvre malheureux, machin. » Ouais, attends... lui, on peut l'indemniser. Toi, non. Donc, pourquoi? et donc, voilà. Évidemment qu'en fait, évidemment qu'il n'y a rien de... Il y a rien de personnel dans ces process-là. Et moi, je rêve d'un pays où les institutions sont beaucoup plus fortes, mais aussi beaucoup plus efficaces et beaucoup plus capables d'entendre les deux parties, de trancher une fois pour toutes et de rendre les choses claires. Le gros problème qu'on a en France, c'est que, par exemple, Macron a fait passer une loi sur le prêt entre entreprises. Ah, formidable. Macron, il dit les entreprises elles doivent pouvoir se prêter de l'argent. Machin. Ok, très bien, génial. C'est ce qu'il faut faire. La loi sort et le décret d'application dit le contraire de la loi. Et nous, on a parlé avec des avocats parce que c'était un sujet sur lequel on voulait lancer une boîte. Notamment un avocat qui s'appelle Hubert de Voplan, qui est très connu dans le sujet, que j'adore. Et Hubert, il nous dit, mais je sais pas quoi vous dire, les gars. La loi, elle dit ça, le décret, il dit ça, bah... Il n'y a pas de place. Maintenant, prenez votre décision, quoi. Et c'est du pénal, c'est du bancaire, tu vois. Tu te dis, mais j'ai pas envie d'aller me battre. Il y a des combats qui valent pas le coup, tu vois. Pour que des boîtes prêtent de l'argent entre eux, bah tu oublies, en fait. Et en fait, c'est tout truc très insinueux de la France de pas assumer son rôle. Genre, il y a un ministre qui a voulu une loi, mais il y a des lobbies qui en veulent pas, alors... on détricote. On tricote, machin, Non, on prend une décision. Tu vois, moi, je préférais qu'on nous dise, bon, on ne veut pas rompre le monopole bancaire en France. Point. Et c'est assumé. Voilà, très bien. Et ben, on peut mener cette bataille, tu vois. Mais c'est pas genre, voilà, on a fait un truc, mais en fait, on l'a pas fait. C'est fatigant. Et tout ça, ça te dit quoi par rapport aux jeunes étudiants qui aimaient la politique, comme tu me disais tout à l'heure? Ouais, ça fait longtemps, moi, que j'ai perdu... Moi, ça fait très longtemps que j'ai compris que tout n'était que rapport de force et qu'en fait, il y a des groupes qui, à un moment, ont plus de force que d'autres, quoi. Est-ce que c'est un mal Moi, j'ai appris à aimer le fait que les démocraties sont inefficaces et que c'est très beau. Qu'en fait, si c'est le bordel, c'est parce que personne ne peut imposer rien à personne, qu'il faut se battre sur tout et il faut chercher, etc. Bon. Avec le temps, j'ai appris... je trouve que quand on est jeune, on est très dictatoriaux sans s'en rendre compte. On imagine des sociétés parfaites. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et en fait, tu te rends pas compte à ce moment-là l'espèce de fascisme sous-jacent qu'il y a là-dedans. Tu vois, les lignes sont droites.
Et en fait, bah, la vie est plus compliquée. Et j'espère qu'on va réussir à les préserver, ces démocraties, en fait. Parce que le problème de leur inefficience, c'est que ça crée de la frustration. Et cette frustration crée chez les gens le sentiment qu'un autre système est possible, et un système dans lequel il y a un homme fort qui prend des décisions. Cette tentation, tu vois, qu'on entend partout maintenant, Trump, l'Europe, le Brexit, le machin. Et en fait, non, en fait, il faut... Je pense que ça vaudrait le coup d'apprendre en termes de com à faire aimer le bordel démocratique aux gens, en fait. En disant, bah C'est ouais, une matière vivante. c'est une matière vivante, elle est imparfaite comme tout. Tout ce qui... la perfection n'existe pas. Hein, la perfection, c'est le rapport de l'angoisse humaine sur la réalité. C'est ça, la perfection. C'est pas, la nature, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Hein. La nature, l'univers vit dans une sorte de chaos permanent. C'est pas de faire les choses, c'est pas de donner du sens, l'univers. Il existe, quoi. Mais l'humanité, on a ce prisme, on a des angoisses, alors on veut que les choses rentrent dans un ordre. Bergson a dit une phrase que j'adore, le désordre est un ordre qu'on n'attend pas, que j'ai fait mienne il y a très longtemps. Je crois que je l'ai fait la première fois qu'on m'a dit de ranger ma chambre. Je dit oui, mais non. Je pense que Bergson a dit... ma mère Déjà, aimait bien... tu l'as cité ? Ouais, je l'avais entendu dans une émission de télé. Tu sais, des trucs qu'on voyait avant la télé où il y avait des gens qui venaient parler de littérature. Ouais. Comment ça s'appelait ? Pivot, Oui, Bernard Pivot, ouais. voilà. Un jour, il y avait ce type qui disait oui, Bergson a dit le désordre est un ordre qu'on n'attend pas. Et exceptionnel d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on me disait quelque chose, je disais oui, mais Bergson, je savais même pas qui était Bergson. Hein. Mais j'aimais beaucoup cette phrase. Et alors du coup, on va boucler ce podcast avec une question forcément que tu as induite en me parlant d'élection. Ton pronostic pour la prochaine présidentielle française ? Alors, il est un peu tôt, mais je pense que Macron va gagner haut la main. Je m'autorise toujours à changer mes prédictions jusqu'à 1 an avant l'élection, parce que je ne suis pas non plus Nostradamus. Tu mises de l'argent ? Ouais, je le fais systématiquement. Sinon, ça ne m'amuserait pas. Trump est quand même le président qui m'aura rapporté le plus d'argent. L'ironie jusqu'au bout. Je me suis un peu senti mal sur cet argent quand même. Il y a des limites en fait, donc j'en ai donné une grande partie à Watsi. Mais ouais, je pense que Macron va gagner. Moi, je suis très fier d'avoir voté pour lui. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie où j'ai voté en fait. Et je recommencerai sans hésiter. Je sais que les gens sont déçus, machin, mais en même temps, je sais pas ce que les gens attendaient en fait. Des fois, tu te dis, mais les gens ils me disent, oui, c'est pas ce que je pensais, mais tu pensais quoi en fait qu'il s'appelait vraiment Jupiter et que vraiment il était de. C'est vrai qu'il a ce côté, il n'a pas d'ascendance, il n'a pas de descendance, il est seul sur sa montagne, il a une énergie. On raconte qu'il dort pas. Oui, bah, ok, il dort pas, il est fatigué, quoi. La grande surprise, quoi. Mais à nouveau, c'est la même chose. C'est cette incapacité des gens à apprécier le fragile, à apprécier le... Et puis les gilets jaunes, bon, bah, personne l'a vu venir. Hein, j'ai pas vu venir. Moi, si on m'avait dit que 20 000 mecs allaient bloquer la France, bon, j'aurais rigolé. Et en même temps, en fait, c'est aussi la beauté de la France, c'est que on a ce truc, on aime bien les révolter, on aime bien les gueules cassées, on aime bien être coupable pour tous ces gens qui sont pas dans le système, mais faut faire face à la réalité de la France. Hein. La France, c'est un pays où 80% de la vitesse de la circulation de la monnaie est concentrée en Île-de-France, que les territoires sont non marchands, qui ne vivent que de transferts de richesses et d'aide sociale. Et que je pense qu'on sous-estime à quel point être marchand, c'est la façon la plus simple d'être heureux dans la vie. Marchand, c'est un truc de dopamine. C'est tout bête. Tu as un truc à vendre, tu le vends, tu as une injection de dopamine. Tu as un nouveau truc à vendre, tu le vends, tu as une injection de dopamine. Et quand tu vends quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, tu le rends heureux. Je veux dire, on parle de la société consumériste, je sais pas quoi. Les gens sont rarement dans l'hyperconsommation. L'hyperconsommation est une maladie comme boire beaucoup de vin ou manger trop. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de produire du vin ou de produire de la nourriture. En fait, la plupart des gens, quand ils mangent, ils sont de bonne humeur. La plupart du temps, quand ils boivent un bon coup de vin, ils sont de bonne humeur. Et quand ils vendent quelque chose. Et je pense que... Je sais pas comment tu rends la France marchande.
je sais pas comment tu casses ce truc qui est que cette idée en France que les seules personnes qui peuvent sauver ta situation, c'est l'État. Parce qu'en fait, le pauvre Macron, il n'a pas de pouvoir magique et puis il va pas créer de l'argent qui n'existe pas. Il va falloir créer de la valeur. Donc j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, j'ai pas de truc, mais je pense que ça va pas fondamentalement impacter. C'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est que la droite ait un candidat ou que Le Pen gagne. Bon, ça a l'air d'être quand même de la science-fiction à l'heure actuelle. Et puis sur ces histoires de gouvernement, ils font ce qu'ils peuvent. Au moins, moi, ce que je vois, c'est que on a une image internationale qui, quand même, s'est améliorée. Bon, les gilets jaunes, là, on a pris cher, là, quand même. On a pris cher, mais au moins, maintenant, les gens ont compris qu'il y avait un conflit en France. Avant, les gens pensaient que la France, ce n'était que les gilets jaunes. Maintenant, ils savent qu'il y a un conflit entre la génération de Macron et la génération gilets jaunes, et que ce conflit, il prend des proportions qui paraissent hallucinantes pour les gens à l'extérieur. Mais au moins, ça a le mérite de placer ce combat. Et ça, c'est déjà une très grande victoire de Macron. Moi, je le vois vivant à Londres et fréquentant les milieux d'affaires internationaux. Ils ne voient plus du tout la France de la même façon. Les gilets jaunes de Macron ne sont pas vus comme ce qu'aurait été sous Hollande ou machin. Les gens se sont dit, ouais, ça c'est la France. Là, les gens se disent, au fait, il y a deux France, il y a un combat, bon. On verra ce qui en sortira, mais on comprend qu'il y a un combat. La deuxième chose, c'est que la loi travail, c'est quand même pas mal. Les quelques législations qu'ils ont réussi à faire passer, bon, ça fait avancer Schmilblick. Hein, puis c'est un pays complexe, la France, donc tu peux pas espérer beaucoup plus. Et puis la troisième chose, c'est que moi je le trouve, je pense qu'un président, c'est aussi une histoire de représentation. Tous les jours, j'ai envie que ce type nous représente. Hein, tu vois. C'est pas, il parle bien anglais, il est beau, il est sympa, il comprend les sujets, il est intelligent. D'ailleurs, je pense qu'un de ses grands drames, c'est qu'il est trop intelligent. Hein. C'est un drame très classique dans l'entrepreneuriat. Faut toujours se méfier des entrepreneurs trop intelligents. C'est terrible. Ils font plein de conneries. Parce qu'en fait, ils croient que tout le monde est aussi brillant qu'eux. Et tu vois, c'est la blague que je voyais là. Macron, il sortait du je sais plus quoi. Et il y a un mec qui lui montre sa fiche de paye, il dit oui, monsieur Macron, vous me volez de l'argent et tout. Et puis Macron, il prend la fiche de paye comme ça, il fait ah tiens, il y a une erreur, ligne machin, le pourcentage, ça devrait pas être ça. Et en fait c'est terrible parce que moi, je souhaiterais un président un peu plus con. Il prend la fiche de paye, il dit mais putain, on ne comprend rien sur ce truc. Est-ce qu'on peut pas faire une fiche de paye simplifiée ? Sauf que lui, il ne ressent pas ce besoin. Il dit oui, la CG 3,47, non, 3,43. Oui, non, effectivement, on vous doit 212,25 €. Mon conseiller va s'occuper de vous. Et quand j'ai vu ce moment, je me disais, mais c'est pas possible. Ce type est fou. Il ne faut pas le laisser faire ça. Il faut pas. On en a souvent dans une famille des mecs comme ça, ils disent, je comprends pas. Personne comprend. Mon logiciel est très simple. Il suffit d'apprendre à programmer. 3 heures de formation et tu rentres dans le truc, et les gens ils se plaignent. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Oussama, à bientôt. Plaisir, à bientôt. Bonne journée. Vous venez d'écouter Take Off. Pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.